Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. À l'école française, on ne conteste pas la laïcité, on la respecte. À l'école française, on ne détourne pas le regard devant un tableau, on ne se bouge pas les oreilles en cours de musique, on ne porte pas de tenue religieuse. Je suis nue devant le miroir. Mes épaules sont larges et mon corps est robuste. Jeune encore. Mes yeux s'attardent sur mes hanches, sur mon ventre tendu, puis fixent ma poitrine, presque plate. Nous sommes en guerre. Nudité, nudité, que de crimes on commet en ton nom. Et surtout dans cette haine de la nudité qui habite certains fanatiques ou certains ignares. Mais nous allons parler aussi évidemment il arrive. Et dans les journaux, dans les fenestrons, le nouveau variant JN1 va-t-il jouer les troubles fêtes à Noël? Oui, au sein de la grande famille Omicron, un petit nouveau s'impose en France et dans de nombreux pays dans le monde, tandis que l'épidémie est repartie à la hausse depuis 3 semaines. Que se passe-t-il? On va en parler, mais plus largement. Cela fait pratiquement 4 ans que l'OMS avait proclamé la pandémie du coronavirus. On va en parler et faire peut-être un état des lieux, un petit bilan avec le professeur Didier Raoult, qu'on est toujours heureux d'accueillir. Et puis nous allons parler avec Jean-Michel Raffestin. Au fond, où en est-on? Et il a écrit un livre, Réveillez-vous, réveillez-vous. On ne leur pardonnera pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Là aussi, une prolongation de bilan. Et puis, avec les perles, les huées, les bravos, on ne veut pas d'un métro Serge Gainsbourg. Non, ça ne se fait pas. Pourquoi? On va en parler. Et puis, nous allons recevoir, en dernière partie, un livre qui fait beaucoup parler de lui, qui fera beaucoup parler de lui. Qu'est-ce qui se passe en Hongrie? Qu'est-ce que c'est que cette méthode Orban, de Viktor Orban, qui est pourtant dans l'Union européenne, mais qui, effectivement, prend des chemins sacrément de traverse? On en parle avec Thibaut Gilbelin. Tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Dans tous mes états, parce que, paraît-il, un nouveau variant est annoncé pour les fêtes de Noël. Oui, le petit Papa Noël, quand il descendra du ciel, avec ses virus par milliers, qui n'oublie pas mon petit Covid, je ne sais pas, non mais ça, on aurait envie de rire si ça ne faisait pas pleurer. On parle de la pandémie qui est terminée, l'OMS a dit fin de la pandémie, tout va bien, et puis voilà, un dernier petit variant, JN1, il s'appelle JN1, il est en pleine progression, et alors vous avez dans les journaux, dans les médias, on dit alors attention, vaccinez-vous, c'est le plus important, et on a l'impression que c'est une espèce d'air qu'on a entendu depuis 2021, depuis 2022, etc. et que ça se renouvelle. Bonjour, professeur Didier Raoult. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, moi je voudrais, non pas qu'on fasse le bilan de ces 4 ans, ça fait pratiquement 4 ans que nous connaissons je ne dirais pas la chanson, mais le discours et ce narratif, et on a l'impression que chaque fois, on revient un peu dans le même discours, en tout cas à chaque fin d'année ou début d'année. Et vous dites souvent dans vos tweets, Didier Raoult, vous dites « nous les gentils ». Mais est-ce que les gentils sont vraiment, est-ce que c'est la gentillesse qu'il faut aborder ou autre chose en ce moment, avec ce narratif qui revient de façon absolument cyclique? Si vous voulez, quand je dis c'est nous les gentils, c'est parce que on a été accusé de tous les maux et que pendant tout ce temps on n'a fait que de la science et que finalement à peu près tout ce qu'on a dit sur la science s'est révélé exact. Je vais vous dire, moi, il se trouve que je vous remercie de m'avoir invité à parler de ça parce que depuis quelques mois maintenant, je suis très concentré avec certains de mes collègues sur l'analyse des séquences. On a dans ce Covid,
il y a des millions de séquences de génome qui ont été faites. Les virologues avaient beaucoup de retard sur la séquence. Moi, je fais des séquences génomiques depuis 2000, depuis l'année 2000. Et donc, on s'est rendu compte que les virologues faisaient très peu de séquences comparées à nous en microbiologie. Ouais. Je vous dire, par exemple, il y a plus d'1 million de séquences d'Escherichia coli et quelques centaines de la grippe, c'est ridicule. Ouais. Donc, il y avait un énorme retard sur les séquences. Les gens ne savaient pas analyser les séquences. Et vous avez vu au début, déjà, moi, quand j'ai commencé à parler des premiers variants, on était en août 2020, les gens me disaient les variants n'existaient pas. On venait sur les télévisions, on disait il n'y a pas de variant. Tout à fait. Le virus ARN est quelque chose qui est vraiment déraisonnable. C'est de l'ignorance brutale. Hein. Ouais. Et en réalité, bien entendu, ce qu'on voit maintenant, pour en venir à ce virus-là, si on regarde, il y a deux choses qui sont intéressantes chez ce virus. Il a 39 mutations de plus que le virus Omicron antérieur. Ah oui. Et ce virus JN1, vous parlez du virus JN1 là, dont on parle. Oui. Et il a 63 mutations de différence par rapport à U1. Donc il n'a pas arrêté de muter dans la spike, rien que dans la spike. Hein. D'accord. Et maintenant qu'on analyse avec le recul toutes ces poussées épidémiques, on voit deux sortes de choses. La première, c'est que il y a des mutations fertiles, celles qu'on a appelées, nous, les mutations fertiles, c'est celles qui ont plus de 800 enfants. Donc, il y a eu plus de 800 virus séquencés à la suite de l'apparition de cette mutation. D'accord. Et il y a des mutations qui sont neutres, ou du moins qui ne sont pas fertiles. Et celles-là, quand elles s'accumulent, quand il y en a à peu près une qui est stabilisée tous les 15 jours au cours d'une épidémie, et quand il y en a eu 7, le virus est tellement dispersé qu'il s'arrête. Ce qui veut dire que une poussée épidémique avec un variant dure en moyenne 3 mois à 3 mois et demi. D'accord. Et c'est ce qu'on voit, y compris avec le Omicron. Chaque poussée, donc ça commence lentement. Parfois, ça vient de très très loin. Là, ce variant-là vient de février 2022, donc vient de très très loin. Puis off, il explose. Là, actuellement, le variant actuel là nous fait le B286 là nous le dernier émergent, il fait maintenant 50%, on m'a dit ici, des cas diagnostiqués. Ouais. Il est pas plus grave que les autres Omicron, mais très fréquent. Et bien entendu, les complications sont plutôt les sujets âgés et beaucoup de surinfections bactériennes, avec aussi une chose très mystérieuse, c'est que les bactéries qui surinfectent les infections virales étaient absentes les 2 premières années, c'est-à-dire pneumocoque, hémophilus, et maintenant, à partir de la 3e année, elles redeviennent fréquentes avec l'Omicron, et c'est à nouveau les pneumocoques et les hémophilus, ce qui veut dire que quand les choses durent un peu, il faut donner des antibiotiques quand même. Hein. Même si on dit, j'espère que la loi Darmanin sur le fait de ne pas dire le gouvernement n'est pas encore appliquée, même si le gouvernement dit le contraire, vous savez, les infections virales respiratoires meurent souvent d'infections bactériennes en réalité. Hein. Oui. Donc, même si il ne faut pas le dire, comme la loi n'est pas passée, on ne taxera pas de 15 000 € parce que je suis en désaccord avec ce que l'on dit avec la loi. Mais est-ce que ça veut dire, en fait, je veux dire, ce que vous expliquez, professeur Raoult, est-ce que ça veut dire que, encore une fois, on va nous dire attention, faites attention, c'est le retour, comme on nous l'a dit en 21 ou enfin même en 20 ou 21, c'est attention, faites très attention, est-ce qu'on va avoir le retour? Je dis ça pour nos auditeurs qui demandent retour du masque, retour des gestes barrières, retour de, je dis pas du confinement, mais enfin peut-être, etc. Est-ce qu'on va retrouver tout le narratif qu'on a entendu pendant 1 an et demi à 2 ans depuis 2020? Déjà, si vous voulez, je prédis pas en science, mais alors sur les humains et sur les capacités de ce gouvernement, je serais bien capable de savoir ce qu'ils vont dire. Je ne me prononcerai pas. Ce que je peux dire en revanche, c'est que vous voyez, je suis consistant avec ce que je disais depuis 2020. Le fait de choisir des vaccins sur une toute petite partie du virus favorise le fait que le vaccin ait une efficacité qui soit remise en cause par les variations de cette partie-là. Et là, le fait qu'il y ait tellement de variations dans la spike, y compris structurales, hein, on a fait un papier déjà là-dessus hein, avec mon ami Jacques Fantini qui prédit les structures de ça, qui montre que effectivement la chance pour que le vaccin réalisé antérieurement protège de cette spike-là est relativement faible. Hein. Ouais, c'est ça. Parce que tout simplement,
plus la cible est faible. Moi, j'avais suggéré depuis le début de faire au contraire du vaccin entier, qui marche en réalité. La seule étude que j'ai vraiment lue, c'est celle de Taïwan, où il y avait à la fois le vaccin chinois et le vaccin de Pfizer. Oui. Sur Omicron, donnait des résultats qui étaient comparables. J'espérais que ce soit meilleur avec le vaccin entier, mais c'était pas le cas. C'est des vaccins comparables et pas très bons, aux alentours de 40% de protection. Donc, il y a une vraie question de réflexion sur un vaccin qui soit moins ciblé, quelle que soit la technique utilisée. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'autres antigènes dans ce virus, et que donc de tout baser sur juste une cible très étroite, ça favorise l'émergence de résistance dans cette cible. Or, actuellement, non mais je veux dire, et là ce ne sont pas des prédictions, actuellement, on encourage à nouveau une grande campagne de vaccination, etc. Là, ce sont des faits, c'est-à-dire que les vaccins, encore une fois, il ne s'agit pas d'être pro ou anti, mais les vaccins existants aujourd'hui, qu'on distribue, notamment Pfizer et autres, ne touchent, si je vous comprends bien, si je vous suis bien, qu'une partie, effectivement, très étroite de la séquence. Du virus. Oui, le vaccin, oui, c'est des vaccins qui ne touchent que la spike, qui est celle dans laquelle, je vous ai dit, il y a 63 mutations par rapport à celui d'avant, il y en a 39 par rapport au Omicron qui a servi à faire le nouveau vaccin. Donc, si vous voulez, qui plus est, je crois, mais après, tout le monde a le droit d'analyser les choses telles qu'elles sont, mais si actuellement on est toujours d'une épidémie à l'autre après avoir fait je sais pas combien 18 milliards d'injections vaccinales, c'est que l'idée que le vaccin allait contrôler les variations des virus et leur potentiel, le potentiel épidémique des nouveaux variants est quand même pas réalisé. Donc là, il s'agit pas d'être que moi je garde la même position là-dessus, que j'ai pas de raison de changer, que les gens qui ont un risque de faire une forme grave, c'est-à-dire les sujets âgés de plus de 70 ans, ou les sujets qui ont des facteurs de risque importants face au vaccin, on peut toujours imaginer qu'ils aient un bénéfice. Pour les autres, on ne peut même pas imaginer qu'ils aient un bénéfice, pas même celui d'empêcher la circulation du virus, parce que sinon, il y aurait des pays qui ont vacciné comme des fous, qui auraient éviter d'avoir de nouvelles épidémies. Tout à fait. Mais ce qui est étonnant par rapport à ça, quand même, et là je parle aux citoyens et je dirais aux philosophes, en tout cas à quelqu'un qui réfléchit aussi sur l'éthique, ce qui est étonnant, c'est que on sait depuis maintenant pas mal de temps que le vaccin n'empêche ni la transmission ni la contamination. Ça, pratiquement tout le monde, enfin tout le monde, en tout cas beaucoup de gens l'ont reconnu, même les plus acharnés au début. Et puis, enfin, ce qu'il y a aussi, c'est que, à part cette histoire, c'est que on sait aujourd'hui que le vaccin, non seulement n'empêche rien, mais on refait des campagnes. Le ministre de la Santé, l'actuel ministre de la Santé, a dit, là aussi, aucun effet secondaire. Ce qui est étonnant, c'est que des gens parlent encore et affirment qu'il n'y a aucun effet secondaire, alors que du matin au soir, du soir au matin, on a des résultats quand même chiffrés et des constats. C'est ça qui m'étonne encore une fois, que des gens ne veulent pas admettre, et la doxa officielle pratiquement disent allez, on continue comme avant. Oui, et puis non seulement ça, mais je vous rappelle ça parce que je ne sais pas très bien où on est cette loi, parce que je ne suis pas l'actualité de manière très précise, mais encore une fois, il y avait une loi que voulait poser Darmanin, je ne sais pas où elle en est, dans laquelle il punirait le fait de dire scientifiquement ou médicalement qui n'est pas ce que dit le gouvernement, d'une amende de 15 000 euros de peine de prison. Oui, c'est pas mal ça. C'est pas rétrospectif, sinon il m'inonderait. D'ailleurs, envisager la possibilité que le temps donne raison à ceux qui n'étaient pas d'accord avec ce que disait le gouvernement à un moment donné. Donc c'est, si vous voulez, je ne sais pas s'il a existé dans notre histoire de contraintes, d'obligation de plus communiquer sur la version officielle de la science dans toute l'histoire de notre pays. Je ne crois pas. Donc on est arrivé à un degré de dictature qui est invraisemblable. Ça a existé dans les pays communistes sous Staline. Vous voyez, Staline avait empêché de parler de la génétique après Lysenko. Alors là, l'idée n'existe pas, tout est acquis, mais je n'ai pas d'autre exemple en tête, si vous voulez, d'un pays qui est imposé aux scientifiques de ne
donner comme version que la version officielle, ce qui est l'antagonisme même de la science. La science va déjà très mal en France, elle ira juste un peu plus mal, mais c'est très inquiétant. C'est extrêmement inquiétant. Il y a une dérive là dans le fait de vouloir absolument avoir raison sans savoir de quoi on parle, qui est très gênante. Et ils le disent en plus au nom de la science. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire. Enfin, merci. Oui, avec une dégradation d'ailleurs une dégradation dans la performance scientifique personnelle des ministres de la Santé qui est spectaculaire. Il y en a eu 5 de ministères de la Santé. On pouvait penser que la première avait un background et un CV. On n'a pas eu beaucoup d'atomes crochus avec Madame Buzyn, mais enfin, quand même, elle était censée savoir. Elle était censée. On a vu se dégrader, et là maintenant, c'est quelqu'un qui n'a plus rien du tout à voir avec la médecine. On a une secrétaire médicale le coup d'avant. Si vous voulez, et c'est ça qui va nous dire, écoutez, M. Raoult, je vais vous dire ce que c'est la science. Moi, ça m'émeut. Moi, je fais ça depuis 40 ans, si vous voulez. Il y a quelqu'un qui l'a jamais fait qui me dit « Vous êtes un imbécile, je vais vous dire ce qu'est la science. Et si vous dites pas que c'est la science, on va vous foutre 15 000 € de pénalité. Je suis là, je sais pas ce qu'il faut faire. Se taire ou émigrer, enfin, on sait pas. » C'est vraiment le fond du fond. Là, on a atteint, je ne dis pas le gaz de schiste, mais c'est les ignorants qui parlent aux sachants, au bon sens du terme. C'est quand même assez préoccupant. Merci Didier Raoult. Merci de cet état des lieux. Merci professeur Raoult, je rappelle que vous êtes microbiologiste et directeur de l'IHU de Marseille. Vous commencez à en avoir l'habitude sur Sud Radio. Le grand sapin de Noël, c'est maintenant, c'est le moment pour vous peut-être de remporter des milliers de cadeaux que nous avons à vous offrir jusqu'au 25 décembre. On a des coffrets, couteaux de table, des ateliers français Perceval, des casques Bluetooth, des enceintes connectées, des tablettes tactiles, des séjours, des bons cadeaux. Bref, vous connaissez la musique. 0826 300 300 pour tenter de remporter un cadeau. Tiens, nous sommes le 13, alors le 13e appel remportera le cadeau aujourd'hui. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Faire. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Goguettes, ce sont les Goguettes, une très jolie parodie qu'ils avaient fait il y a déjà 2 ans d'ailleurs. Vous avez entendu là, tout à l'heure dans l'émission, le professeur Didier Raoult qui parlait effectivement d'une loi, on va en parler. Et on reçoit quelqu'un, un essayiste, on l'avait déjà reçu avec plaisir, qui fait le tome 2, et vous voyez, le titre c'est « Ne leur pardonnez pas ». Ils savent très bien ce qu'ils font depuis très longtemps. Et Jean-Michel Jacquemin-Festin, il n'est pas comme Jésus-Christ, il n'est pas tout à fait d'accord. C'est aux éditions Nouvelle Terre. C'est un pamphlet, c'est un livre d'information, c'est un très gros livre, mais qui témoigne d'un véritable travail très 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 fort, où on aborde effectivement tous les problèmes et surtout, sans que ce soit un moment complotiste, c'est cette tentative plurielle de normalisation avancée et amorcée par la pandémie, en tout cas par la lutte contre la pandémie, et qui est en train d'atteindre des proportions tout à fait étonnantes. C'est un livre qu'il faut lire. Prenez-le. Vous avez les vacances de Noël, vous avez le temps, lisez-le. Il dit beaucoup de choses et surtout, je voudrais juste rappeler quelque chose dont vient de parler Didier Raoult. C'est ce projet de loi Protéger la santé, c'est un projet de loi étudié au Sénat. Alors, vous voyez, ça n'a rien à faire avec la discussion qu'on a eue hier avec Jérôme Fourquet. Là, c'est pas du tout ça. Hein. C'est, voilà, après l'article 223.1.1 du Code pénal, il est inséré un article 223.1.2, ça s'appelle les alinéas, voilà. Et puni. Donc c'est un projet, mais attention, ça va être très vraisemblablement discuté au Sénat et à l'Assemblée nationale. Donc, susceptible d'être absolument ratifié et devenir loi, force de loi. Et puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende la provocation à abandonner ou à s'abstenir de suivre un traitement médical, thérapeutique ou prophylactique lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées, alors qu'il est, en l'état des connaissances médicales, manifestement susceptible d'entraîner pour elles, compte tenu de la pathologie dont elles sont atteintes, des conséquences graves pour leur santé physique ou
ou psychique. Voilà. C'est intéressant. Alors aussi, même peine si vous adoptez des pratiques présentées comme une finalité thérapeutique ou prophylactique. Alors, en quel état? À partir du moment, si on avait fait cette loi en 2020, toute personne qui aurait dit que peut-être le vaccin n'assurait pas la non-contamination et la non-transmission aurait été passible d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende. Jean-Michel Jacquemin-Raffestin, alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment, et votre livre en parle énormément, vous dites ils savent très bien ce qu'ils font. Donc pour vous, c'est quoi? C'est un complot? On va encore vous accuser de complotisme puisqu'il dit ils savent très bien ce qu'ils font. Bonjour André, merci de me recevoir et bonjour aux auditeurs. Non, c'est leur plan qui est prévu. D'ailleurs, c'est pourquoi j'ai rajouté au titre de l'année dernière depuis très longtemps. Il y a très longtemps que c'est prévu, que ce soit l'histoire du réchauffement climatique, le fameux CO2, c'est depuis le Club de Rome dans les années 1950, que ce soit la nourriture, ce qu'ils sont en train de faire pour faire des pénuries de nourriture, puisque c'est Davos qui y dirige maintenant. Donc Davos, non, mais surtout les insectes, pas de viande, etc. Voilà, etc. Vous parlez de tout ça. Donc, oui. Davos a décidé qu'il fallait tuer le bétail. L'Irlande doit tuer 11 millions d'ovins et bovins. Les Pays-Bas, l'Irlande. Les Pays-Bas, 200 000 têtes. Nous-mêmes, le Conseil constitutionnel a dit que nous ne pourrions pas tenir nos engagements de CO2 si nous ne réduisions pas le bétail. Voilà, c'est ce qui se passe avec l'Europe, l'Union européenne qui veut devenir un État à elle toute seule, c'est-à-dire supprimer les pays, faire un grand État avec un président. C'est ce qui se passe avec l'OMS et surtout ce qui va se passer l'année prochaine si jamais le RSI, le règlement sanitaire international est voté, le nouveau. Il y en a eu un en 2005, mais là il y en a un nouveau qui se prépare et celui-ci il est terrible dans le sens où le patron de l'OMS sera le maître du monde. Il pourra décider l'OMS aura plein pouvoir pour décider de ce qu'on fait de la santé dans le monde entier. Par-dessus les États. Par-dessus les États. Ça passera par-dessus. Les décisions de l'OMS auront priorité sur les décisions des États. Exactement. Et les décisions vont très loin, puisque ça sera non seulement les confinements pourra décider le confinement d'un pays, si c'est une pandémie, pourra décider des médicaments qui sont autorisés, des médicaments qui ne sont pas autorisés. Et ça, on l'a vu avec l'ivermectine, puisque en 2020, c'est Soumya Swaminathan, qui était le numéro 2, qui a interdit l'ivermectine. Vous êtes sûr Gates avait publiquement parlé de la pandémie avant le patron de l'OMS. Bien sûr, j'ai mis il y a les notes de bas de page, il y a le texte sur le site de la fondation Bill et Melinda Gates, bien sûr. C'est lui qui prépare tout. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est de faire une programmation en disant écoutez, nous on sait ce qu'il faut faire en matière de santé, on me parle de ça, ou en matière de climat, ou en matière d'alimentation, etc. Laissez-nous faire, c'est pour votre bien. C'est ça l'idée. C'est l'idée, c'est de faire un État totalitaire, tout simplement, où il décide de ce que nous devons faire. La preuve, là, il décide, vous avez vu, il décide pour l'Europe. Maintenant, le permis de conduire va durer que 15 ans. 15 ans, oui. Il décide de tout pour réduire nos libertés. Les gens ne se rendent pas compte de la façon dont on nous a réduit les libertés pendant cette période de pandémie et comment ça va continuer de plus en plus. Maintenant, est-ce que l'on nous a demandé notre avis pour nommer des farines animales dans notre nourriture? On nous demande absolument pas notre avis. Van der Leyen, elle prend ses ordres à Davos, de Klaus Schwab et de plein d'autres d'ailleurs. Si vous écoutez les interviews de Yuval Noah Harari, c'est tout à fait ahurissant. Faudrait se débarrasser d'une partie de l'humanité. Il y a 20% de gens qui comptent, les 20% sont inutiles. Alors, on va pas les supprimer, hein. Nous ne sommes pas des nazis, ou nous ne sommes pas des massacreurs, nous ne sommes pas des Pol Pot. En revanche, qu'ils se taisent. C'est un peu ça. Alors oui, mais est-ce que vous ne faites pas bon marché de notre libre arbitre et de nos capacités à ou se révolter ou protester? La preuve, c'est que vous-même, vous écrivez ce livre et vous n'êtes pas seul. Si vous regardez le dernier mot de la 4e de couve, c'est réveillez-vous pour que les gens s'informent. Les gens ne savent pas ce qui se passe. Comme l'a déclaré Noam Chomsky, les gens ne savent pas ce qui se passe et ils ne savent même pas qu'ils ne savent pas. Ouais. Oui, vous pensez que... Mais il y a quand même des gens éveillés.
Oui, mais regardez le nombre de gens qui tombent dans le panneau avec le CO2, avec les voitures électriques qui sont une véritable catastrophe pour l'environnement, sincèrement. Pour chaque voiture, pour chaque batterie, il faut déplacer 250 tonnes de matériaux. Ouais. Il faut utiliser la consommation d'eau d'un an de 500 personnes. Ça n'a rien à voir avec la sauvegarde de l'environnement. Et donc, pour vous, oui, ce sont des lobbies et puis d'immenses marchés. C'est vrai que c'est des milliards et des milliards qui sont effectivement en cause. Et donc, ça arrange un certain nombre de personnes. C'est absolument clair. Ça permet de réduire nos libertés. Oui. Mais alors, justement, réveillez-vous comment Comment on se réveille? C'est-à-dire, on prend connaissance. Informez-vous, c'est pour ça que à chaque bas de page, il y a 1500 notes de bas de page, justement, pour que les gens qui n'ont pas le temps, eux, de chercher, eh bien, puissent aller dans les bas de page et s'informer par eux-mêmes. C'est pour leur donner l'envie de s'informer aux gens. Parce que nous sommes à une époque où il n'y a jamais eu autant de possibilités de s'informer, d'avoir des informations vraies, et il n'y a jamais autant de gens qui ne veulent pas savoir. Vous pensez qu'ils ne veulent pas savoir, qu'ils n'ont pas le temps de savoir? Je veux pas du tout vous avez tout à fait raison. Et on ne cesse de répéter aux éditeurs, informez-vous, soyez critiques, ayez question à tout. Je le radote presque tout le temps, mais en même temps, vous savez, les gens ont leur boulot, ils ont beaucoup de choses à faire, ils ont à faire. Donc ils ont pas le temps aussi. Enfin, c'est pas de la mauvaise volonté. Il y a aussi le fait que beaucoup de gens n'arrivent pas à accepter qu'ils peuvent être trompés par un gouvernement pour lequel ils ont voté. Comme m'a dit mon kinési, comment tu penses qu'un gouvernement ne veut pas le bien de son peuple? Ben oui, c'est vrai. Donc les gens ont du mal à Et vous pensez que les gouvernements, on va pas, quels qu'ils soient, de droite, de gauche, du centre ou ailleurs, ne veulent pas le bien de leur peuple? Parce qu'il y a quand même des gens honnêtes, il y a quand même des gens, en tout cas structurés, j'espère, et cohérents. Oui, vous avez des politiques qui sont certainement honnêtes, mais ils sont jamais au gouvernement, ceux-là. D'accord. Donc, vous tirez la sonnette d'alarme, vous sonnez le tocsin, c'est un peu ça, quoi. Et vous dites, effectivement, informez-vous. C'est vrai, votre livre, en tout cas, fourmille d'informations, à chacun d'en faire et de juger ce qu'il a envie. Jean-Michel, on va de toute façon en reparler, et chaque fois vous serez à Paris, parce que vous habitez pas Paris, vous habitez, on peut le dire, La Réunion. Voilà, exactement, je suis au soleil. Vous aimez le soleil. Voilà. Mais écoutez, à chaque fois que faire se peut, on en reparlera, mais voilà, c'est un livre qu'il faut regarder, qu'il faut examiner. Merci. Merci André, et si vous permettez, j'aimerais souhaiter, puisque nous sommes le 13 décembre, un joyeux Noël, de joyeuses fêtes à tous ceux qui nous écoutent, puisque c'est quelque chose que le président ne fera jamais. J'espère qu'il le fera cette année, on verra. On rappelle ce livre. Merci André. On rappelle ce livre, Ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font, et depuis très longtemps, aux éditions de la Nouvelle Terra. Je crois qu'on a une petite musique. Eh oui, puisque c'est le grand sapin de Noël Sud Radio, c'est le moment pour vous qui avez peut-être gagné un bon cadeau. Qui sait, nous avons Colette qui nous appelle depuis les Landes. Bonjour Colette. Oui, bonjour. Bonjour Colette, vous préparez les fêtes, tout se passe bien? Mais oui, bien sûr, tout se passe bien. Qu'est-ce que vous avez prévu à manger pour les fêtes? Vous savez déjà le repas? Non, j'ai pas encore prévu, je sais pas. Bon, en tout cas, si vous n'avez pas prévu les cadeaux, Colette, vous remportez aujourd'hui un bon cadeau d'un montant de 75 € chez cadeau.com. Retrouvez plus de 5000 références directement chez vous sur cadeau.com. Mais aussi, vous remportez un ballotin de chocolat fin et de truffes moelleuses Jeff de Bruges, plus un coffret d'1 kilo de chocolat fondant à mettre sous le sapin, de quoi faire plaisir à toute la famille. Félicitations Colette. Mais merci beaucoup. Bonne fête Colette, bonne fête Colette. Ça ne pas, j'écoute Sud Radio à longueur de journée. Ah ben merci. Merci. Et surtout entre midi et 14h, il faut écouter Colette. Mais oui, j'écoute, j'arrête pas. Merci Colette. J'adore les vraies voix et le quiz le soir. C'est très bien. C'est très gentil. Bravo. Colette, merci à vous. Et puis on rappelle que le Grand Sapin Sud Radio continue jusqu'au 25 décembre sur sudradio.fr et les réseaux sociaux de Sud Radio. Dans un instant, on va continuer avec les Perlieux et les Bravos d'André Berkoff. Et vous au 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Ah, vous avez assisté à la joute, au rage des uns, aux pleurs des autres, le rejet du projet de loi
sur le rejet sur l'immigration. Hein. C'était lundi, hein, c'était avant-hier. On en a parlé hier avec Jérôme Fourquet. Et ça a fait beaucoup de bruit, ça continue à en faire. D'ailleurs, c'est pas fini, commission mixte paritaire, etc., etc. Mais il y a eu quelque chose de formidable. Et c'est là que la politique, la poloche, comme disait Éric Dupond-Moretti, prend tout son sens. Parce que c'est les coulisses. Et de temps en temps, on a un bruit des coulisses. On a l'image des coulisses. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Pierre Chêne, très jolie chanson, c'est pas moi. Eh ben c'est pas moi, non c'est pas lui. C'est pas lui, qui lui? Oui, vous savez qui on l'accuse? Eh bien le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est accusé par la présidente des députés du groupe LFI à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, sur des faits pouvant s'apparenter à de la corruption d'élus. Corruption, ça va vite. Est-ce que c'est pas plutôt confusion? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, au moment vous savez, le vote sur le projet de loi immigration, hein, que défendait évidemment le gouvernement et toute la Macronie, eh bien, Gérald Darmanin aurait, je dis bien parce que c'est conditionnel, aurait cherché à contacter le député Brun pour avoir un vote en faveur du texte. Le problème, c'est qu'il voulait appeler le directeur de cabinet, hein, c'est pas Darmanin lui-même, le DIRCAB de Darmanin, voulait appeler, au fond, Philippe Brun. Philippe Brun du Parti Socialiste pour lui dire quand même, écoutez, c'est un projet, voilà, sur l'immigration, vous allez quand même voter, voilà, on a appelé. Malheureusement, il a appelé le faux Brun, enfin le mauvais Brun, non pas, ou je dirais, un Brun qui s'appelle Philippe Brun, et qui est, Fabrice Brun des Républicains. Il a rien à faire avec Philippe Brun du Parti Socialiste. Donc, il a appelé effectivement Philippe Brun du Parti Socialiste. Et il voulait appeler Fabrice Brun, parce que les Républicains, c'est LR, c'est la majorité. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le député BH? Il a cafeté, il a cafeté à l'AFP. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il aurait dit, le DIRCAB de Darmanin? Et là, ça devient intéressant. Vous avez demandé, je crois, une brigade de gendarmerie autorisée. Alors il dit, voilà, vous allez la voir, cher Fabrice Brun. Mais vous savez ce que le ministre attend de vous? Un vote dans le bon sens, que vous ayez de la bonne volonté. Et évidemment, encore une fois, c'est Philippe Brun qui a reçu l'appel, et évidemment, il en a parlé, voilà. Alors Darmanin dit, c'est dégueulasse, c'est diffamation, dénonciation calomnieuse, je me suis simplement, mon DIRCAB s'est trompé de nom, et voilà, et il n'a jamais promis une brigade de gendarmerie, etc., etc. C'est intéressant. Alors, effectivement, Philippe Brun, il a dit ça, Philippe Brun, le PS. Il dit, monsieur, quand il a reçu le coup de fil, monsieur le député, une bonne nouvelle, vous aurez une nouvelle brigade à Rosières. Il ajoute silence, aucune des communes de ma circonscription ne s'appelle Rosières. Il dit, monsieur le directeur de cabinet, vous me confondez avec Fabrice Brun, le député LR. Ah là là, que c'est embêtant, ce genre de choses. Vraiment, c'est très embêtant, hein. Quand on confond, oui, il y a beaucoup de Brun. Qu'est-ce que vous voulez? Rappelez-vous Monsieur Brun de Marcel Pagnol, bien sûr, le Lyonnais. Voilà. Alors, on ne saura jamais si c'est du lard ou du cochon. Il n'empêche que c'est intéressant quand même de voir. Et ça doit se passer quand même. Il dit, mais écoute, vote pour moi. Tu vas avoir ton tronçon de route, vote pour moi. Tu vas avoir ta piscine, vote pour moi. Parce que là, je ferai ce qu'il faut. Mais vote dans le bon sens. Voilà. Ça s'appelle aussi la politique. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Au soleil, la merveilleuse Brigitte Bardot. Eh oui. Eh bien, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Eh bien, je vais vous dire, hein, il se passe quand même quelque chose et on va en parler à propos de Serge Gainsbourg, qui peut vraiment montrer que il y a quelque chose de pourri au royaume de l'Hexagone. Eh bien, vous savez, on ne va pas comparer avec l'assassinat de Samuel Paty, l'égorgement de Dominique Bernard. Eh bien, une professeure du collège Jacques Cartier dans les Yvelines est diffamée dans sa classe par des élèves. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Simplement, la professeure de français et d'histoire a montré un tableau de 5 femmes nues à ses élèves de 6e. Plusieurs d'entre eux ont accusé l'enseignante de les avoir mis mal à l'aise. Et oui, mal à l'aise,
Alors que depuis 3000 ans, depuis les statuaires grecques, romaines, etc., on montre des hommes nus, des femmes nues. Ah non, ça se fait plus, là, voilà. Alors les collégiens se sont plaints, le recteur de l'Académie de Versailles, et ce dernier, le rectorat de l'Académie de Versailles, a réuni les professeurs du collège pour leur rappeler le principe de laïcité. Attendez, de quoi on parle ? Alors, on va la victoire menant le monde, eh bien, on va lui enlever son sein, peut-être. Vous savez, c'est extraordinaire, hein. Pendant que les fanatiques coupent les seins au sens vrai du terme, au sens atroce du terme, là, quand on montre les seins d'une statuaire, etc., il faut couper. Vous imaginez ce que ça veut dire ? Vous imaginez, on en est. Et heureusement, le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, est allé à Issou, et il a dit ceci, et vraiment, il faudrait que tous les professeurs, tous les recteurs, tous les principaux, tous ceux qui se couchent sous le paillasson, tous ceux qui circulaient rien à voir, tous ceux qui pas de vagues, tous ceux qui ont peur de leur ombre et qui ne prennent aucune décision dans le manque de courage le plus élémentaire, écoute ce qu'a dit Gabriel Attal, écoutez. Je me suis rendu ce matin au collège Jacques Cartier à Issou, d'abord pour affirmer mon soutien aux équipes pédagogiques face aux événements qu'a traversé ce collège. Ça a été aussi l'occasion pour moi de réaffirmer quelque chose d'extrêmement clair. À l'école française, on ne conteste pas l'autorité, on la respecte. À l'école française, on ne conteste pas la laïcité, on la respecte. À l'école française, on ne détourne pas le regard devant un tableau, on ne se bouge pas les oreilles en cours de musique, on ne porte pas de tenue religieuse. Bref, à l'école française, on ne négocie pas ni l'autorité de l'enseignant, ni l'autorité de nos règles et de nos valeurs. Bravo Gabriel Attal, bravo. Il a prononcé les mots qu'il faut. Et à un moment donné, vous savez, si vous ne dites pas, si les princes qui nous gouvernent, si tous les responsables à n'importe quel niveau abandonnent le fait de leur frayeur, de leur lâcheté, parce qu'il y a de la lâcheté là-dedans, et disent tout simplement, voilà, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, votre ticket d'extrémisme, votre ticket d'intégrisme, votre ticket de terrorisme n'est plus valable. Eh bien, Gabriel Attal l'a fait, j'espère qu'il sera largement suivi. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio après les infos de 13h. On a encore un bravo à vous faire écouter. Et puis on a Thibaut Giblin qui viendra nous voir. On va parler d'Europe centrale et de Hongrie avec Victor Orban. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Il était question, c'est parisien, mais c'est beaucoup plus que parisien, de nommer une nouvelle station de métro du nom de Serge Gainsbourg. Pétition, 4000 signatures jusqu'à présent d'un noyau de féministes qui hurlent à la mort en disant que Gainsbourg était le dernier des pervers, incestueux, pédocriminel, le mot a été écrit. Alors, quid de tout cela ? Eh ben, on va en parler dans cette cancel culture qui devient de plus en plus une cancer culture. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Chanson date d'il y a 40 ans, pratiquement, c'est en 84 que Serge Gainsbourg a enregistré avec sa fille Charlotte cette chanson, très très jolie chanson, qui s'appelle, il avait fait un jeu de mots, inceste citron, évidemment, pensant à un zeste de citron. Et alors voilà, un texte, on a la pétition là, devant nous. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent voilà que c'est inadmissible effectivement que nous ayons le texte un texte comme ça qui dit voilà les violences envers les femmes notamment et les tendances pédocriminelles voire incestueuses de Serge Gainsbourg pour ne citer
Merkel sont pourtant de notoriété publique et nous sommes révoltés. Attention, écriture inclusive, bien sûr. Et nous sommes révoltés, accent aigu, .e.s, que sa personne, ce salaud, que ce pelé, ce galeux, d'où nous vient tout le mal, ça c'est moi qui l'ajoute, soit mise en l'honneur dans le métro de Paris. Voilà. Alors on est parti évidemment d'un zeste de citron, de cette chanson. Et j'ai demandé à Esteban, qui fait l'émission avec moi, et à Thibaut, de regarder de quoi il s'agissait. Alors je vais vous lire une partie. Voilà ce que dit cette chanson. Tes baisers sont si doux, un zeste de citron, je t'aime plus que tout, papa, papa. Et il dit ceci, écoutez bien. L'amour que nous ne ferons jamais ensemble, est le plus beau, le plus violent, le plus pur, le plus enivrant. Exquise, délicieux enfant, ma chair et mon sang, ô mon bébé, mon âme. Vous appelez ça un texte incestueux? Vous parlez d'un pédocriminel en disant l'un des plus beaux messages d'amour à sa fille, l'amour que nous ne ferons jamais ensemble. Et il insiste, et c'est un refrain qui revient dans toute la chanson. Alors qu'est-ce que vous voulez en fait? C'est-à-dire que personne, vous avez vu ce qui est passé avec le déboulonnage des statuts. Vous savez, on en a parlé ici, quand on change les textes des classiques, on change les fins de pièces de théâtre ou les fins de films. Alors vous voulez quoi? Vous voulez en fait que toute personne qui va déroger à votre idéologie, votre idéologie absolument inquisitoriale, doit être absolument suspendue, ne doit plus exister, quoi. C'est ça. Gainsbourg est mort aujourd'hui, il y a 30 ans, un peu plus de 30 ans. Ah ben non, c'est un pédocriminel, incestueux, pratiquement, il ne faut plus en parler. D'ailleurs, il ne faut plus vendre, effectivement, ces disques. Faudrait pousser un peu votre logique jusqu'au bout. Il faut interdire les disques de Gainsbourg. Il faut interdire les chansons de Gainsbourg. Il faut d'ailleurs, et France 2 a commencé, ne plus diffuser les films de Gérard Depardieu, qui peut avoir fait des conneries, sûrement. Mais ça veut dire qu'il faut supprimer l'œuvre. Alors il faut supprimer combien d'artistes? Il faut supprimer la moitié des bibliothèques de France et de Navarre. Ça s'appelle de l'autodafé et on sait quel régime pratique l'incendie des livres. Alors vraiment réfléchissez un tout petit peu avant de dire non, on ne veut pas d'une station de métro Serge Gainsbourg. Réfléchissez à ce qu'il fait, réécoutez ses chansons et ça va vous calmer, je vous assure, et vous faire beaucoup de bien. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h08 sur Sud Radio, on va parler d'Europe centrale, puisqu'aujourd'hui, André Berkov, vous recevez Thibaut Gibelin, spécialiste de l'Europe centrale et auteur de ce livre, Pourquoi Viktor Orban joue et gagne aux éditions Fauve, et aussi préfacier sur ce livre, Comprendre la stratégie hongroise, c'est aux éditions de la Nouvelle Librairie. Bonjour Thibaut Gibelin. Bonjour, merci de votre invitation. Alors Thibaut Gibelin, effectivement, en France, on entend évidemment parler du cas Orban, comme vous dites, de la Hongrie. Et on sait que la Hongrie, c'est le moins que l'on puisse dire, suit des chemins de traverse. Elle fait partie de l'Europe, bien sûr, elle fait partie de l'Union européenne. Mais elle n'a pas, pour Ursula von der Leyen, des yeux de chimène, ou des yeux de... on voudrait comprendre un peu parce que effectivement Orban d'ailleurs se distingue depuis des années de plus en plus de la doxa européenne, notamment sur le conflit Russie-Ukraine, notamment sur les problèmes sociétaux, que ce soit démographie, etc. Et en fait, on voudrait comprendre Orban, qui est qualifié par certains d'extrême droite, par d'autres de dissident. Qu'est-ce qui se passe en Hongrie? Vous y vivez. Donc c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui change, qui est changé dans ce pays qui faisait partie, il n'y a pas si longtemps, enfin ça fait 30 ans, le pacte de Varsovie, du bloc socialiste, de l'ex-URSS. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, d'abord, il faudrait remettre les choses en perspective. Peut-être que c'est pas tellement la Hongrie qui change que l'Europe qui change, et cette Union européenne. Vous preniez le terme de doxa européenne. En fait, c'est celle-ci qui se constitue de manière beaucoup plus, rapide et brutale au fur et à mesure qu'on connaît des difficultés importantes en Europe, alors que la Hongrie, elle, et particulièrement Viktor Orban, conserve une espèce de ligne de conduite
démocrate chrétienne de centre droit qui est assez similaire à ce qu'il était il y a 25 ans. Si jamais on prend par exemple la question de l'état de droit, qui est aujourd'hui quelque chose de décisif, tout repose sur l'interprétation de l'article 2 du traité de l'Union européenne, qui souligne... Rappelez-le, oui, cet article 2. Donc cet article 2 qui souligne que les valeurs de l'Union européenne sont fondées sur l'état de droit, l'égalité, la liberté, etc. C'est-à-dire des concepts très généraux. Et là-dessus, une interprétation très politisée permet de justifier une centralisation et un durcissement du politiquement correct européen tel qu'il n'existait pas. Si bien qu'aujourd'hui, on condamne la Hongrie pour des griefs qui n'existaient pas du temps, et c'est récent, du temps du traité de Lisbonne, c'est-à-dire en 2009, quand cet ordre 2007 juridique même, actuel... enfin, oui, 2007, puis de 2009 oui, pour l'entrée en vigueur définitive. Oui. Mais alors, justement, essayons d'inventorier. En Hongrie, par exemple, qu'est-ce qui différencie aujourd'hui dans la pratique, dans le concret, que ce soit dans le concret sociétal de la vie des gens, que dans le concret, dans l'international, effectivement, par rapport à la Russie, l'Amérique, l'Europe, enfin l'Union européenne ou la Commission européenne, pour être très précis. Qu'est-ce qui aujourd'hui différencie la Hongrie, en tout cas telle qu'elle est, par rapport au reste? Eh bien, franchement, vous allez à Budapest. Il n'y a pas tellement de différence que ça. C'est pas flagrant. On est dans des sociétés occidentales, avec une Leitkultur partagée. La singularité de la Hongrie, en fait, elle est grosso modo partagée avec les autres pays d'Europe centrale. Et c'est des pays qui sont différents de l'Occident, notamment pour avoir été dans ce qu'on appelle le réfrigérateur communiste pendant 45 ans. Pendant 45 ans, absolument. Ce qu'il y a de différent... Et donc ils jaillissent autrement. Il y a eu 2 générations pratiquement, et bien même sûr, plus. Il y a eu 2 générations, et d'ailleurs cette différence-là elle-même, elle vient se greffer sur le fait que la révolution industrielle, les mouvements libéraux qui ont travaillé l'Europe occidentale dès le 18 et le 19e siècle ont été beaucoup moins pénétrants dans cette région d'Europe, ce qui fait qu'on a quand même des sensibilités qui sont un peu différentes, et des historiens hongrois ont travaillé là-dessus. Ils parlent de cette Europe médiane, de 3 Europes en fait, une Europe occidentale, une Europe orientale qui est le monde russe, et au milieu cette Europe médiane principalement constituée de la Hongrie, de la Pologne, de la République tchèque et de la Slovaquie. C'est intéressant, Thibaut Giblin, vous dites 3 Europes, donc vous incluez la Russie dans l'Europe. Bien sûr. Dans votre... voilà. Oui. Sauf que, est-ce que la Russie elle-même s'inclut dans l'Europe aujourd'hui? Effectivement, il y a eu un temps, dans les années 2000, où Poutine avait même candidaté presque à la présidence de l'Europe, mais plus maintenant. Donc, est-ce qu'il y a vraiment 3 Europes? On peut dire 2 Europes et une Russie. Il faudra toujours, je pense, mettre nos appartenances communes en rapport avec un extérieur. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un Extrême-Orient asiatique, une Chine puissante, un monde hindou, on a un Occident protéiforme, en fait, qui s'est étendu à des pays non européens, même comme la Corée du Sud, le Japon, etc. Donc, s'il s'agit de catégoriser la Russie, la Russie, c'est des autochtones d'Europe comme nous, voilà, et de culture chrétienne orthodoxe, comme les Européens des Balkans, avec une trajectoire politique qui est basée, qui est fondée sur des régimes très autoritaires, et ça depuis le début. C'est ça. Alors on va en parler justement, juste après cette petite pause. On va faire l'inventaire un peu de la méthode Orban et de ce qu'elle a donné jusqu'ici. On continue de parler d'Europe et d'Hongrie sur Sud Radio au 0826 300 300 pour intervenir et poser vos questions à Thibaut Giblin. 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Avec Thibaut Giblin, qui est spécialiste de l'Europe centrale, auteur de Pourquoi Viktor Orban joue et gagne aux éditions Fauve. Et vous avez préfacié, effectivement, de comprendre la stratégie hongroise de Balázs Orban, et qui est un livre très intéressant, comme le vôtre, pour comprendre ce qui se passe. Alors,
Revenons sur Viktor Orban, parce que beaucoup d'éditeurs peut-être le connaissent, ou pas très bien, moi non plus, enfin, il faut le dire. Alors, Orban, il est depuis 13 ans à la tête de la Hongrie, c'est bien ça? Tout à fait, oui, depuis 13 ans, sachant que il avait déjà été Premier ministre une première fois entre 1998 et 2002. À l'époque, c'était le plus jeune Premier ministre d'Europe à l'âge de 35 ans. Il a commencé sa carrière politique en entrant en fracas sur la scène publique en 1989, en appelant au départ de l'armée rouge. Et donc, ça a participé à l'effondrement du rideau de fer. Ouais. Au moment, effectivement, où l'URSS s'effondrait. Enfin, absolument. Il avait 26 ans et il a rencontré, je dirais, il a eu un sens des changements historiques. Il a clamé ce que désiraient en fait ces populations d'Europe de l'Est. Et donc 8 ans dans l'opposition avant de devenir Premier ministre à la tête d'une coalition de droite, encore 8 ans dans l'opposition de 2002 à 2010. Et c'est ce Orban-là qu'on connaît en fait. C'est le Orban revenu au pouvoir dans la quarantaine avec une expérience de la défaite et aussi de l'exercice du pouvoir. Oui, et en 2010, il arrive au pouvoir avec une majorité considérable. Les 2/3 des sièges à l'Assemblée, donc la possibilité de faire des réformes constitutionnelles. Il avait une vraie majorité absolue forte. Vraie majorité forte, grand souhait de changement chez les Hongrois qui sentaient qu'ils étaient dans un interrègne depuis en fait tous ces régiments socialistes qui d'ailleurs avaient très mal géré la crise de 2008, ce qui explique en fait cette victoire énorme de 2010. Et là où il faut bien insister, un plébiscite démocratique renouvelé, puisque les élections sont tous les 4 ans en Hongrie, donc en 2014, en 2018, en 2022 encore. Toujours avec de grandes proportions. Et toujours en renouvelant une majorité des 2/3. Ce qui est aujourd'hui en Europe très rare. Ce qui est très rare et ce qui explique je dirais la ténacité de Viktor Orban quand il défend les positions de la Hongrie à Bruxelles. Il défend un consensus démocratique fort et donc une voix européenne pleinement légitime. Alors, quelle est cette voie? Quels sont les paramètres importants, les lignes rouges de cette voie? Les paramètres importants de cette voie, fondamentalement, c'est de considérer l'Europe comme une association d'États membres, d'États-nations. Pas de fédération, pas d'État européen. Il veut pas que l'Europe devienne un pays. Il veut pas que l'Europe, parce qu'il considère que l'Europe n'est forte que de nations fortes. Et que toutes les tendances qui justifient finalement de coiffer les décisions nationales par cette bureaucratisation à Bruxelles, ça aboutit à de l'impuissance et ça aboutit à en fait une contre-performance européenne, ce qu'on voit. Effectivement, le poids de l'Europe diminue dans les affaires mondiales. L'Europe est inaudible parce qu'elle n'a pas de stratégie, tout simplement parce qu'elle n'a que la stratégie des fédéralistes obsessionnels à la tête des institutions communautaires et non pas le pragmatisme, l'enracinement dans le réel de ces peuples constitutifs. Alors, donc ça c'est une première chose. Donc, il serait contre la Commission européenne telle qu'elle est constituée aujourd'hui. C'est d'ailleurs l'objet d'une campagne d'affichage qui fait grand bruit en Hongrie. C'est Ursula von der Leyen et Alexander Soros, le fils de George Soros, qui sont affichés partout avec la mention « Nous ne dansons pas comme ils sifflent ». Ils mettent Soros et von der Leyen ensemble. Ce qui avait déjà été le cas pour les élections en vue des élections européennes de 2019. Et là, c'était Jean-Claude Juncker, le prédécesseur de von der Leyen, avec George Soros en l'occurrence. C'était le père, bien sûr, qui est toujours là. Alors ça, c'est une chose vis-à-vis de l'Europe, et c'est pour ça, on sent, il y a des frictions en permanence, et on les entend et on les sent. Est-ce que, justement, est-ce que c'est donc aussi bien sur le plan économique que sur le plan, par exemple, on l'a vu, Orban aujourd'hui par rapport à la guerre Russie-Ukraine, est très réticent à continuer d'aider massivement l'Ukraine. Alors là, faut bien comprendre que cette situation assez tendue entre Bruxelles et Budapest dure depuis 13 ans, autant dire que il n'y a pas un conflit, c'est pas de guerre totale. C'est des débats, c'est des échanges. Mais c'est plus que des escarmouches quand même. Et en fait, ça tend à tourner au vinaigre parce que finalement, il y a peut-être un phénomène de chaque partie est prisonnière de son discours. C'est-à-dire que pour l'Union européenne, enfin pour Bruxelles, en tant que pour la Commission, tour de contrôle, garante des traités, tout ce qui ne va pas dans l'UE, il faut un mouton noir. Bon, ce sera Viktor Orban. Pour Viktor Orban,
l'hostilité de la Commission européenne est un de ses carburants. Hein, on ne peut pas comprendre son triomphe électoral en 2018 et 2022 surtout, alors qu'il y avait de gros problèmes d'inflation, etc., sans comprendre que l'Union européenne est un spectre qui fait peur aux Hongrois parce que c'est le démantèlement de la nation hongroise qui est en jeu. Et ça, c'est un argument très fort. Ils le sentent comme ça. C'était scénarisé. Et le scénario parfois commence à échapper à leur comment dire, aux scénaristes. Et on a une vraie une pente un peu glissante. Ceci dit, les choses sont relativement sous contrôle. Viktor Orban était reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron la semaine dernière. Oui. Le président du Conseil de l'UE a fait le déplacement il y a quelques jours à Budapest pour négocier des arrangements. Et la Commission a annoncé qu'elle devrait demain valider le versement de plus de 10 milliards d'euros à la Hongrie, sur les 28 milliards qui lui étaient dus, parce que la Hongrie a rempli les conditions exigées, depuis le mois de mai d'ailleurs. C'était en examen, et la Commission doit reconnaître que ce qu'elle avait demandé à la Hongrie, notamment en termes de libéralisation de la justice, a été acté. Donc on ne va pas vers un divorce, en tout cas. On est sur un jeu permanent d'influence et de négociation. Alors, parlons un peu du côté sociétal et intérieur. Qu'est-ce qui a changé? Je ne dis pas qu'on n'a pas fait la révolution, mais quand même, qu'est-ce que Viktor Orban prône pour la société hongroise? Quelles sont les valeurs qu'il met en avant et quelles sont effectivement les réformes qu'il a pratiquées pour acter ces valeurs? Fondamentalement, ce qui se passe en Hongrie, c'est un retour du politique. C'est-à-dire que le peuple hongrois, par l'électorat, qui est l'organe par lequel on peut consulter le peuple, décide souverainement. C'est lui qui vient en premier. C'est pas la justice, c'est pas les médias étrangers, c'est pas les capitaux étrangers. Et ça, c'est possible parce qu'il y a une conscience nationale forte, le sentiment d'une identité exceptionnelle, parce que c'est vrai que la langue hongroise est unique dans la région, et une histoire nationale qui, depuis 500 ans, se fait face à des empires supranationaux. C'est l'Empire ottoman, l'Empire autrichien, les géants soviétiques. On disait austro-hongrois. On disait austro-hongrois pendant 50 ans, parce que l'Empire autrichien a été refondu en 1867, et qu'il y a eu, en effet, une période, un âge d'or de la Hongrie, où les Hongrois étaient à parité, à égalité avec les Allemands. Ceci dit, ça se passe donc avec des réformes concrètes, fondamentalement une réforme de la Constitution. En 2011, entrée en vigueur en 2012, qui recentre le projet, ce qu'est la Hongrie, sur la famille hongroise, sur des valeurs comme la patrie, le travail. Travail, famille, patrie, sans aucune, je dirais, gêne, parce que simplement, c'est des réalités intemporelles auxquelles la Hongrie ne fait même pas attention de l'enraciner dans un contexte historique particulier. Pour elle, c'est 1100 ans d'histoire qui continuent. C'est ça. Ce sont les valeurs qui sont millénaires et qui sont là. Absolument. Pour eux. Absolument. On continue à en parler, Thibaut Gilbelin, après cette petite pause. Et puis avec vous, au 0826 300 300, vous nous appelez, vous nous envoyez vos commentaires sur le Facebook de Sud Radio et sur sudradio.fr. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Lidl. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. La Hongrie, la stratégie hongroise, Thibaut Gilbelin, vous les connaissez, vous vivez à Budapest, vous avez écrit un livre, déjà aux éditions Fauve, dont on parle, vous avez préfacé le comprendre la stratégie hongroise, mais je voudrais justement savoir, par exemple sur le plan démographique, on était en train de parler de la situation intérieure, de ce que le gouvernement Orban, depuis donc 2010, mais même avant, a commencé à acter. Et on parle beaucoup de la démographie, de l'encouragement à la famille, justement. Vous parlez de la patrie. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé de ce point de vue-là? Comment c'est encouragé? Comment c'est acté? La Hongrie a la politique familiale la plus ambitieuse d'Europe. Et même au monde, en fait. C'est plus de 6% du PIB qui passe en dépenses sociales
pour les familles. Pour les familles, 6%. 6% du pays. Ça, je crois que nous sommes loin derrière, nous. Oui, et à vrai dire, l'heure est grave, parce que en Hongrie, la démographie a commencé à baisser dès les années 80, ils sont passés en dessous du seuil de renouvellement, et quand Orban est revenu au pouvoir en 2010, c'était calamiteux, c'était 1 enfant, 11 par femme. Ils sont remontés à 1,6. Là, ils se stabilisent à 1,5. Donc, les politiques sociales fonctionnent, pas suffisamment. C'est pourquoi, d'ailleurs, très récemment, cet automne, la majorité législative a adopté un nouveau programme d'aide. Donc, il s'agit de faciliter l'accès à la propriété pour les familles. Il s'agit d'avoir des prêts quand on se marie si on veut faire des enfants, et on ne rembourse pas le prêt une fois qu'on a fait 3 enfants. Les prêts sont pas remboursés après 3 enfants. C'est ça. Les femmes qui font 4 enfants ou plus ne payent pas d'impôt sur le revenu. Du tout. Les familles ne payent plus d'impôt sur le revenu, ou les femmes? La femme. La femme, oui, d'accord. Et on est dans cette ligne pour tout ce qui concerne la vie des ménages, l'acquisition des voitures, l'acquisition de biens de consommation, etc. Donc ça, c'est ce que peut faire un État qui cependant respecte la famille comme une institution qui préexiste à l'État. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer les gens. Et de ce point de vue-là, Viktor Orban considère que la nation hongroise vivra si les femmes hongroises le décident. Donc il y a aussi une approche culturelle qui est de réhabiliter finalement ce statut de familles nombreuses. Et de femmes au foyer, parce que s'il y a 4 enfants, 3 enfants, il faut s'en occuper. Ou alors l'homme peut s'en occuper, mais enfin c'est plutôt... mais là, le but c'est que le travail de l'homme permet de nourrir une famille. Notamment, il y a aussi un bouclier pour limiter le prix de l'énergie pour les foyers, pour que justement, par ailleurs, il y a énormément de propriétaires en Hongrie. Ça, c'est hérité de la fin du communisme, c'est que ceux qui occupaient un logement sont devenus propriétaires. Donc ça a facilité évidemment une société de propriétaires. Si en plus vous avez des énergies très peu chères pour le gaz, notamment grâce au gaz russe, eh bien vous arrivez à limiter les dépenses incompressibles, et ça rend possible en fait d'avoir des familles nombreuses, même si on est sur un pays à bas salaire. D'accord, je comprends. Ça change effectivement les choses. Alors, au-delà de la famille, sur le travail, par exemple, sur les rapports sociaux. Alors, sur le travail, on est sur une logique. Viktor Orban parle non pas de welfare state, mais de workfare state. C'est une société basée sur le travail. Entre 2010 et 2020, le nombre de personnes qui travaillent en Hongrie augmente de 50%, de 3 millions d'actifs à 4 millions. 50%, c'est énorme. C'est énorme. Le chômage, en 10 ans, le chômage est résorbé, et ça marche de telle façon que la Hongrie arrive à s'émanciper de la tutelle européenne. C'est que tous ces fonds européens qui arrivent en Hongrie sont en fait une forme de compensation à ce que le capital qui possède la Hongrie, qui est largement étranger, remporte tous les ans. Et grâce aux investissements, notamment de Corée du Sud, de Chine, la Hongrie arrive à mobiliser suffisamment de capitaux pour ne pas avoir besoin des fonds européens. C'est pour ça d'ailleurs que l'Union européenne, la Commission va valider ce plan et va verser ces sous. C'est précisément parce que la Hongrie n'en a pas besoin. Parce que le but, c'était de mettre la Hongrie à genoux. Et ils n'y ont pas réussi parce que la Hongrie, finalement, a une économie qui est suffisamment dynamique pour se permettre de dire non à Bruxelles. Donc, en fait, il récompense un peu les quelques gestes de bonne volonté qu'a fait Orban en leur donnant 10 milliards. Tout à fait. En fait, vous avez eu plusieurs cycles comme ça. Entre 2010 et 2014, ça a été l'établissement de l'État hongrois actuel. Avec nouvelle constitution, la loi sur les juges. L'âge de départ à la retraite des juges avait été avancé de 8 ans pour que les juges issus de la magistrature communiste s'en aillent plus rapidement. Ça avait été négocié finalement, revu à la baisse. Pareil pour les médias, les lois qui encadrent les médias. La stratégie, c'est 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Juste un mot, est-ce que c'est parce qu'ils sont sortis, vous dites, du frigidaire communiste, mais franchement, est-ce que du point de vue de la liberté d'expression, de la liberté des médias, c'est vraiment un pays démocratique où il y a quand même... Alors bien plus qu'en France, si vous voulez. C'est-à-dire que si vous vouliez une image, les médias sont maintenant à peu près à parité. Ils sont très polarisés, mais moitié
favorable à la ligne gouvernementale, moitié hostile. Quand je dis hostile, c'est il y a radicalement des journaux hostile, d'opposition, énormément. il y a des médias d'opposition. Bien sûr. Alors en fait, ça dépend évidemment du secteur. C'est-à-dire que par exemple, la presse quotidienne régionale est très clairement pro-Orban. La presse sur Internet, et donc tout ce qui est viral, toutes ces informations sur lesquelles la jeunesse... réseaux sociaux, etc. C'est beaucoup plus dans l'opposition. Pour les nombres de stations de radio et l'audimat que ça fait, c'est relativement équilibré. Pareil pour les télévisions. En fait, il faut bien comprendre qu'en 2010, Viktor Orban était ultra minoritaire. Enfin, les médias qui soutiennent la ligne du gouvernement conservateur étaient très minoritaires. Et en fait, c'est grâce à un travail d'entrepreneurs, d'hommes d'affaires de droite, qu'ils ont pu faire monter des médias qui portent une voix. Par ailleurs, les médias publics, eux, c'est clair, sont favorables à la ligne gouvernementale. Oui. Alors, bon, c'est un peu, voilà, je ne dirais pas que c'est une liberté surveillée, mais énorme, puisque de toute façon, il est réélu avec effectivement le poids que vous avez souligné. Ça l'est beaucoup moins qu'en France, d'ailleurs. Un géant comme RTL qui est des investissements partout. C'est des capitaux étrangers, et RTL Klub est la première radio de Hongrie. Imaginez-vous, c'est comme si la première radio de France, les chaînes de télé les plus suivies, étaient des porte-voix de Marine Le Pen en France. L'opposition en Hongrie a des relais médiatiques colossaux. Le problème, c'est que l'opposition de gauche en Hongrie est prisonnière de ses sponsors ouest-européens et occidentaux de façon générale. Dire qu'au lieu de construire un débat public et des propositions dans l'intérêt des citoyens hongrois, et pas seulement d'ailleurs de la bourgeoisie de centre-ville à Budapest, ils se font l'écho des récriminations occidentales. Et de ce fait, ils perdent en pertinence, et ça explique qu'en face, Viktor Orban et le Fidesz performent très bien. Alors, juste un mot de ce point de vue-là. Vous dites que le chômage a pratiquement disparu en Hongrie ? Oui, on est autour de 3%, alors que le chômage était très haut dans la foulée de la crise de 2008. Je vous rappelle que le gouvernement socialiste d'alors avait consenti un prêt au FMI, et que Viktor Orban l'a remboursé de façon anticipée à l'été 2013. Donc il ne doit plus rien au FMI. Il ne doit plus rien au FMI depuis 2013, et nous ne ferons plus jamais appel aux institutions internationales. Et la tête de la Hongrie est de combien aujourd'hui ? Vous savez ? Je ne sais pas. Ouais. L'équilibre budgétaire est très bien respecté, précisément parce que ils sont dans cette logique de l'Interland germanique, en fait, d'avoir une économie qui est tournée vers l'export, avec une logique de plein emploi, beaucoup de création industrielle, ce qui permet de créer de la richesse. Je crois que nous avons une auditrice. Oui, qui nous appelle depuis l'île de Beauté, c'est Chantal depuis Bastia. Bonjour Chantal. Bonjour Chantal, toujours heureux de vous entendre. Merci André, moi aussi également, je suis toujours très heureuse quand je peux, parce qu'en travaillant c'est pas évident de vous suivre, et je remercie votre invité parce que c'est très intéressant. Moi j'avais discuté avec une Hongroise justement, et quand je lui ai dit écoutez, moi Viktor Orban, je trouve que ce qu'il fait sur la politique familiale, si on faisait pareil en France, ça serait parfait. Elle était assez surprise parce qu'il y a quand même une propagande anti-Orban en France qui est assez extraordinaire. Alors, moi, je voulais savoir le rapport de Viktor Orban par rapport à l'OTAN. Oui, parce qu'à un moment donné, il parlait même d'en sortir, par rapport d'abord au conflit ukrainien, Ukraine-Russie, il s'était positionné plutôt neutre, et puis pour promouvoir plus la paix que la guerre. Et donc, je voulais savoir comment Viktor Orban voyait ses relations avec l'OTAN. Alors, Thibaut Gibelin. Il n'a jamais été question de sortir de l'OTAN. La Hongrie est entrée dans l'OTAN d'ailleurs sous le premier mandat de Viktor Orban, dans un contexte international qui à l'époque était particulièrement tragique. C'était la guerre que l'OTAN faisait contre la Serbie, qui est un voisin en fait, un pays limitrophe de la Hongrie. Donc premier élément, l'OTAN est une puissance considérable. Et mieux vaut être à l'intérieur qu'à l'extérieur. Deuxième élément, être dans l'OTAN, c'est la garantie pour la Hongrie d'être intégrée
dans la région qui lui est chère, c'est le qui est l'Europe protectorat centrale. américain. Enfin, ils se contentent de la protection américaine, comme tous les anciens pays communistes. Alors, je ne le prendrai pas comme ça. Je dirais que les Hongrois veulent apporter une contribution substantielle à la sécurité de l'Europe centrale. L'Europe centrale... Ça, c'est un élément de langage, cher Thibaut Gibelin, non ? Je pense que la différence est notable parce que justement, la Hongrie n'entend surtout pas servir les intérêts américains s'ils contreviennent à l'intérêt hongrois. Le but, c'est d'être membre d'une alliance défensive qui défend tous ses membres. Et on a parfois un peu rapidement confondu l'Ukraine avec l'OTAN, parce que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Ah, bien sûr. Enfin, les Américains, c'est quand même le bras armé de l'OTAN le plus important. Bien sûr, et de très loin. Et de très loin. Donc, on comprend très bien que les pays communistes, enfin anciennement communistes, aient voulu le bouclier de l'OTAN. Mais il est évident qu'aujourd'hui, par exemple, c'est très intéressant. Quand Orban adopte une politique, on l'a vu bien il y a pas longtemps avec Poutine, ça ne veut pas dire qu'il est devenu le grand copain de Poutine, mais il a une politique assez, je dirais pas neutre, mais équilibrée. Et est-ce que ça plaît à l'OTAN ou pas, par exemple ? Est-ce qu'il n'y a pas là quelques frictions, comme vous avez parlé de la friction avec l'Union européenne ? Le problème, c'est de confondre deux choses, qui est une architecture de défense en Europe, ça c'est aujourd'hui c'est l'OTAN qui le joue, et l'OTAN, comme vous le disiez, bras armé des États-Unis. Et c'est vrai. Là, pour le coup, c'est ce que disait Viktor Orban dans un entretien au Point paru la semaine dernière. Il y a dans l'intérêt des États-Unis une approche manichéenne de la politique et de désigner une puissance comme étant fondamentalement mauvaise, un ennemi, alors que l'Europe, qui est une terre de vieille culture, amené à cohabiter avec tous ces pays du vieux monde, du vieux continent, connaît la complexité du monde et ne peut pas se résoudre à détester un voisin. Et même si on l'aime pas, en l'occurrence la Russie, même si tout le monde se méfie de la Russie en Europe centrale, personne n'aimerait être voisin de la Russie. D'ailleurs, la Hongrie est très contente de l'existence d'une Ukraine, et l'Ukraine la plus grande possible, parce que ça tient la Russie éloignée. La question de la guerre en Ukraine, elle est fondamentale, on pourrait l'évoquer, mais c'est que la ligne qui est suivie depuis 1 an et demi n'est pas bonne pour l'Europe, et elle n'est pas bonne pour l'Ukraine. L'Ukraine est en train de se suicider, et l'Europe se tire une balle dans le pied. C'est ça, et ça c'est d'ailleurs dit par beaucoup d'observateurs européens, ouest-européens, notamment français et autres. Hein. Je crois que nous avons Safia. Ouais, on prendra Safia dans un instant après cette courte pause. Reste avec nous, Safia, à tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Lidl. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h47 sur Sud Radio, nous sommes toujours avec Thibaut Gibelin, spécialiste de l'Europe centrale et de la Hongrie jusqu'à 14h, et nous accueillons Safia depuis La Courneuve. Bonjour Safia. Bonjour Safia. André Berkov. Oui. Vous savez quoi ? Quoi ? Je voulais vous souhaiter quand vous savez que je suis une grande auditrice du grand journaliste que vous incarnez, vous êtes une figure de pointe pour moi, et je voulais vous souhaiter quand même, avec le retard qui se doit, votre anniversaire, d'accord ? Merci beaucoup Safia, c'est très gentil. Et vous savez qu'est-ce que j'ai fait ? Tout à l'heure, j'ai bombardé à la façon israélienne votre standard pour avoir le cadeau que vous m'offrir. C'est adorable. Écoutez, déjà, ce que vous me dites me touche beaucoup, et vraiment, Merci de nous élever dans la qualité d'âme, dans notre esprit critique, et vous savez que je bosse à fond mes dossiers. Je sais. Alors, parlez-nous de la Hongrie. Est-ce que vous avez bossé à fond votre dossier hongrois ? Eh ben, il m'a illuminé l'esprit, monsieur Thibaut Gibelin. Oui. J'étais complètement ignare. Il y avait une brutale nécessité psychique par rapport parce que j'ai pas travaillé de dossier. Par contre, ce qui m'intrigue chez Orban, c'est que effectivement, c'est la qualité des hommes forts, comme un gars comme celui de Turquie, etc. Et moi, il me déplaise pas ce type de personnage. J'aime bien les personnalités. Et donc, pour venir au sujet du jour, moi, je dis, ce qui m'intrigue, c'est cette scission, enfin cette rupture entre notre Europe occidentale avec avec la culture woke, tout le féminisme, tout ce bordel. Ouais. Et après de l'autre côté, sur le plan de cette Europe méridionale,
polonaise, l'Europe centrale, dans toute cette Oui, l'Europe centrale, oui. Oui, parce qu'on doit passer de 27 à 36, apparemment, on est en train de... Oui, ça c'est autre chose, ça encore. Et ce qui vous frappe, c'est quoi, Safia? C'est la différence entre... Oui. En arrière-plan, André, c'est que j'ai l'impression que, vous savez comment je ressens le pays, c'est qu'en arrière-plan, les valeurs de cette Europe, soi-disant arriérée, avec ses valeurs de famille, de travail et de patrie, elles sont quand même très comment dire, vous avez vu la petite Marine là qui est en train de faire des émulations, ou est-ce qu'on pour les prochaines élections apparemment elle risque de passer, elle risque de mais est-ce que Safia, juste un mot par rapport à Travail Fabri, d'ailleurs j'ai fait la remarque à Thibaut Giblin, mais c'est pas, est-ce que franchement, parce que Travail, Famille et Patrie ont été utilisés, on sait comment, par un certain maréchal Pétain entre 40 et 44, est-ce qu'il faut dénigrer et considérer comme obscène la notion de travail, de famille et de patrie? Franchement, est-ce que c'est pas ça le problème? Oui, je sais, c'est pas ce que vous pensez, mais... Ouais. Pardon? Non, je sais que ce n'est pas ce que vous pensez, je sais bien. Mais... oui, mais le problème, c'est vous saviez qu'on est dans un tissu de consumérisme et où est-ce qu'on doit complètement lobotiser et complètement composter et compoter l'esprit et la puissance intellectuelle du tout venant, de chacun d'entre nous. Bien sûr. Et donc, de l'autre côté, moi, j'aime ces civilisations qui ont un enracinement, qui ont des valeurs, bien sûr, parce que ce sont nos valeurs qui font qui on est. Bon, je vous laisse pour que je prenne pas trop de place pour les autres. Non, merci Safia, mais justement, c'est intéressant parce que l'interrogation de Safia, c'est effectivement comment. Alors, je me demandais la Hongrie. Mais les pays, justement, d'Europe centrale, mais la Hongrie, en l'occurrence, puisque c'est le sujet, comment considère-t-il aujourd'hui, l'Europe occidentale? Comment c'est perçu, comment c'est ressenti? Alors, il y a deux éléments. D'abord, vous savez, les étoiles mortes continuent de briller longtemps après avoir disparu. Donc, de ce point de vue-là, quand vous demandez à des Hongrois ou à des Polonais ce qu'ils pensent de la France, ce qui leur vient à l'esprit, c'est plutôt les Trois Mousquetaires, Balzac, Édith Piaf, Napoléon, Victor Hugo, etc. Et Alain Delon. Vous avez le choc quand les gens viennent... Thibaut Giblin, étoile morte, France, étoile morte, bravo. Quand les gens viennent dans le Paris d'Anne Hidalgo, ce qui est peut-être le présent le plus cruel, eh bien évidemment ils déchantent. Mais je dirais que c'est pas la connaissance et l'image que les gens se font de la France et de Paris encore aujourd'hui largement en Europe centrale. La France a encore un il y a un rayonnement évident. Il y a un rayonnement évident. Ensuite, sur le plan des interactions politiques où là tout le monde est très bien informé et sait de quoi il retourne, le poids du noyau carolingien, France-Allemagne, Benelux, est considérable en Europe. Il écrase tout. Donc, on ne peut pas faire sans. Ce que demande l'Europe centrale, c'est de pouvoir être différent. C'est de ne pas se voir imposer une mêmeté, une copie à l'identique de l'évolution que connaissent depuis une quarantaine d'années ou un demi-siècle les sociétés d'Europe occidentale. C'est ça qui est fondamental. Parce que la première ambition de la Hongrie, c'est d'abord de sanctuariser sa voix nationale, même si elle est originale, et de défendre un modus vivendi en Europe centrale. C'est ça la priorité. Ensuite, que à l'Ouest, on puisse trouver que des éléments de bon sens ou une certaine méthode politique qui fait ses preuves en Europe centrale peut trouver un écho, tant mieux. Mais ils savent très bien que la Hongrie tomberait dans l'hubris si elle pensait pouvoir être un modèle de société. Oui, mais alors Thibaut Giblin, franchement, quand même, la Hongrie n'est pas dans la fièvre consumériste que nous avons connue, nous, depuis évidemment les Trente Glorieuses et compagnie. Est-ce que ce n'est pas à leur tour, sortant du frigidaire dont on a parlé il n'y a pas si longtemps, il y a 30 ans, est-ce qu'ils ne sont pas dans la fièvre consumériste? De ce point de vue-là, aucun idéalisme un petit peu surfait, c'est évident. D'ailleurs, le communisme lui-même était une société matérialiste, athée, etc. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, un modèle qui était idéal, très loin s'en faut. Simplement, ils ont rencontré la modernité avec sous des traits tellement brutals que on s'en méfie. Voilà. Et on s'en méfie aussi quand elle vient d'Occident ou d'outre-Atlantique. Aussi bien ce qu'elle est venue de Russie
que d'Occident. Absolument. Ouais. C'est le rouleau compresseur des grands empires. Et face à ça, les Hongrois disent on s'est toujours organisé pour assister aux funérailles des empires qui nous occupaient. Voilà. Mais en revanche, le consumérisme, c'est un problème interne. Et on parlait de compétition économique dans laquelle la Hongrie obtient des bons résultats. Ça se fait à un certain prix, qui est celui précisément d'entrer dans cette lice, dans cette arène de la compétition économique. Et quand il y a une augmentation de la consommation des ménages qui fait augmentation de la croissance, eh ben, on est dans les bons indicateurs, on est dans le vert. Et de ce point de vue-là, évidemment que la Hongrie est pris au jeu, mais comme tous les autres pays, si je puis dire, ce qui importe aujourd'hui, c'est de ne pas prendre l'autoroute pour l'enfer que suit la révolution woke, etc. Donc c'est déjà... Le wokisme n'est pas très présent. La Hongrie est officiellement un pays anti-woke. Donc officiellement dans le sens où c'est vraiment la position d'État, c'est le wokisme n'entrera pas chez nous. Ni l'écriture inclusive, ni tout cela. Etc. Exactement. Ils veulent vraiment être en dehors de cette espèce de lame de fond nihiliste. Et s'ils échappent à ça, de la même façon, s'ils échappent à l'immigration de peuplement, à l'immigration de masse, juste un mot, l'immigration est très très limitée. Comment ça se passe? Alors, elle est strictement empêchée sur ces entrées illégales qui ont fait que la Hongrie a construit cette barrière face à la frontière serbe, c'est-à-dire pour protéger la frontière de la Hongrie, mais aussi de l'espace Schengen, mais aussi de l'Union européenne. En revanche, ça c'est un point récent, la Hongrie fait depuis quelques mois, c'est très récent, ce que faisaient De Gaulle et Pompidou dans les années 60, c'est-à-dire une politique d'immigration de travail avec des gens qui viennent pour un titre de séjour, qui sont même logés dans des résidences spéciales, tout est organisé. Pour une raison choisie de travail. Oui, alors c'est un jeu dangereux parce qu'une fois qu'on a intégré dans la masse de travail une certaine quantité de population immigrée, comment est-ce qu'on fait pour ne pas devenir une société d'immigration de fait ? Mais regroupement familial ? Alors le regroupement familial, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais dans la mesure où la Hongrie est sous la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est un droit que peuvent invoquer les travailleurs. Simplement, les agences de recrutement qui organisent ça et qui sont en cheville avec le gouvernement hongrois essaient pour l'instant de marcher sur la corde raide. Il faut bien comprendre, et là c'est un enjeu vraiment fondamental, c'est que la Hongrie est amenée à cela parce qu'elle est sous une pression financière considérable, notamment donc de Bruxelles, qui voulait la mettre à genoux. C'était les mots de Mark Rutte, le Premier ministre néerlandais en 2021. Nous voulons mettre la Hongrie à genoux. Et pour ne pas tomber à genoux, la Hongrie a joué les partenariats économiques avec des usines énormes, notamment coréennes et chinoises. Et c'est par cette injection de liquidité et en jouant sur cette multipolarité que la Hongrie évite d'être le cul-de-sac de l'Occident et d'être soumise aux diktats du politiquement correct bruxellois. Voilà pourquoi il faut lire le livre de Thibaut Gibelin. Qu'on rappelle le livre de Pourquoi Viktor Orban joue et gagne, et le nouveau livre dont vous avez écrit la préface, Comprendre la stratégie hongroise. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre invitation. D'avoir été avec nous. André Berkoff, on se retrouve demain pour la dernière émission de l'année déjà, entre midi et 14h. Oui, vous savez, il faudra aussi prendre nos vacances. J'attends le Père Noël, je ne sais pas encore ce qu'il va m'offrir, mais on va le voir. Est-ce que vous avez été sage, André? Toujours, vous savez, moi la sagesse. Et tout de suite, vous avez rendez-vous. C'est une seconde dimension. Avec Brigitte Lay sur Sud Radio, à demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.